Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ces 9e assises de la recherche stratégique organisées par le Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique et ses alliés, associés et partenaires divers et nombreux. Le CSFRS est là pour traiter des questions dont personne ne veut traiter, le chaos, la religion, la foi, la tribu, la frontière. Pourquoi on ne traiterait pas la dissuasion? Et en préparant le sujet, y compris en allant chercher le texte de Brody, l'exemplaire personnel de Eisenhower avec les annotations, en regardant le débat qui a existé dans la communauté académique américaine, je dis qu'en fait la dissuasion c'était devenu un concept pluriel et que c'était le moment de le traiter dans toutes ses dimensions. Nous vivons aujourd'hui une sorte de retour en arrière, de retour de manivelle. C'est le retour des rapports de force, des frontières, des murs et des barbelés. La question, c'est donc de savoir si, dans ce nouveau contexte, la dissuasion nucléaire va jouer un rôle stabilisant ou non, comme elle l'a sans doute fait dans les années précédentes, dans les années qui ont suivi notamment la fin de la guerre froide. Et c'est un enjeu essentiel. Est-ce que le nucléaire va servir à attiser les passions, à travers par exemple le fait de devenir un nouveau marqueur de la puissance entre certains États, ou bien au contraire, il va jouer un rôle stabilisant, de façon à perpétuer ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire éviter le retour des guerres mondiales et des guerres de masse telles que nous les avions connues au XXe siècle. Deux idées fausses, si il n'y en a pas qu'une, il y en a deux, de ma place, c'est que, un, la dissuasion est inutile, et le deuxième sujet qui me paraît important de battre en brèche, c'est la dissuasion n'a pas évolué depuis 1960. La dissuasion est vraiment un concept, et c'est le président Chirac qui en parlait très bien, c'est la dissuasion est une matière vivante qui évolue lentement et qui doit se travailler sur le long terme. Et effectivement, depuis 1960, et donc ça fait bientôt 54 ans que la première alerte s'est tenue, la dissuasion a beaucoup évolué, que ce soit en termes de moyens, en termes de concepts, en termes d'effets, en matière de doctrine, même si les fondamentaux sont toujours restés les mêmes. Dommages inacceptables, intérêts vitaux, indépendance nationale, stricte suffisance. Voilà les crédibilités politiques, opérationnelles, techniques. Voilà les fondements de la dissuasion. Mais autour de ça, le système a évolué, a vécu. La doctrine de dissuasion nucléaire française n'est pas figée et qu'elle a beaucoup évolué en réalité, même s'il y a des fondamentaux. Et que donc elle est capable de prendre en compte l'évolution du contexte et justement ce foisonnement aujourd'hui qu'on constate de nouvelles menaces, de menaces moins faciles à caractériser, moins faciles à attribuer, que donc la doctrine est capable de prendre en compte un paysage stratégique qui se renouvelle. Le nucléaire pose comme question particulière la perte d'innocence d'une partie de ceux qui s'en occupent. Parce qu'ils doivent être capables d'envisager de l'utiliser. Et ça ne peut pas se faire de manière sereine. Et je crois que ça crée un autre type d'humanité. Mais ils courent ce risque, ils affrontent ce risque pour que l'ensemble de la société, je dirais presque l'ensemble du monde, puisse garder cette innocence. Si une seule fois dans notre histoire, on manifeste un doute quant à la capacité, notre capacité d'utiliser le nucléaire, alors on fragilise tout l'édifice. Et donc c'est un exercice assez difficile, ce que j'ai essayé, enfin, ce que j'ai voulu en tout cas faire partager à l'ensemble de l'auditoire. C'est un exercice assez compliqué qui consiste à se poser des questions éthiques, parce que quelqu'un qui ne se pose pas des questions, c'est quelqu'un de dangereux. Donc avoir une réflexion permanente sur les conditions d'utilisation, les conditions de l'après, etc., sans jamais douter de notre capacité à utiliser ça. Et au fond, la question, c'est celle de la paix indissociable de la justice. Pourquoi a-t-on envie de se battre? L'arme est une chose, les raisons de l'utiliser en sont une autre. Alors évidemment, on n'a jamais vu de retour en arrière dans le domaine des technologies, depuis que l'homme est homme. Et s'il importe de réfléchir en profondeur aux dangers du nucléaire, il convient d'aller plus en amont afin de désamorcer non pas tant la bombe que le cœur de l'homme qui voudrait utiliser la bombe. L'idée selon laquelle le foisonnement technologique auquel on assiste aujourd'hui, et notamment dans le domaine non nucléaire, qu'il s'agisse du cyber, qu'il s'agisse du spatial, qu'il s'agisse
du conventionnel, qu'on appelle haut du spectre, donc des armes stratégiques conventionnelles, c'est l'idée que l'émergence et le renforcement de ces capacités-là peut remplacer la dissuasion nucléaire. À mon sens, c'est une idée fausse parce que l'arme nucléaire a une valeur unique et irremplaçable au sens où elle fournit, elle offre à l'adversaire la vision de dommages incalculables, de dommages inacceptables, quel que soit finalement le nombre d'armes qu'il recevra en échange en retour de son agression. Et ça, cette certitude de dommages incalculables et inacceptables, on ne l'a pas avec les autres systèmes d'armes, on a toujours un doute, et c'est ça qui fait la valeur de la dissuasion nucléaire par rapport aux autres modes d'action. On ne peut pas fonder un ordre mondial sur la menace d'utiliser des armes nucléaires, donc sur la création d'une insécurité permanente. Et c'est pour ça que le TIAN, le traité d'interdiction des armes nucléaires, a été créé, puisqu'il interdit cette menace, entre autres, tout un tas d'autres interdictions, et qu'il est nécessaire en fait que les États qui possèdent cet arsenal nucléaire commencent à réfléchir et à mettre en œuvre leurs obligations de désarmement nucléaire qu'ils ont l'obligation de faire. Et c'est par ces moyens-là, par cette réflexion et une réelle volonté de mettre en œuvre ce qu'on appelle la bonne foi, sur laquelle ils sont engagés normalement, qu'on peut arriver à sortir de cette insécurité constante. Puisqu'on le voit bien actuellement, un peu plus, je dirais ces 18 derniers mois avec l'arrivée du président Trump par exemple, qu'on est un peu plus l'œil ouvert sur ce risque d'utilisation potentielle de l'arme nucléaire à coup potentiellement de tweets par exemple. Voilà, donc les armes nucléaires, il n'y a pas de bonne main pour les armes nucléaires ou de mauvaise main. Les armes nucléaires posent un danger international pour la planète, sinon il n'y aurait pas eu cette architecture internationale de sécurité et cette volonté de l'écrasante majorité des États de mettre un terme à cette insécurité. Dans les années 90 et 2000, et je dirais jusqu'à la guerre de Géorgie, Géorgie comprise, il y avait un certain sentiment d'une faiblesse conventionnelle de la part de la Russie, renforcée par ce qui était perçu comme des victoires occidentales, du moins des victoires du point de vue strictement militaire, qui étaient le Kosovo, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye. Et je dis bien victoire du point de vue strictement militaire, parce que je ne parle pas de ce qui est venu après. Mais au sein de l'établissement russe, je pense que ceci a été compris comme une confirmation d'une asymétrie qui devait être renforcée par une dépendance accrue au nucléaire, en parallèle à la modernisation des forces conventionnelles russes. Et depuis 2000, ce qu'on voit dans l'ensemble des textes publics, ce sont deux grandes hypothèses pour ce qui est de l'arme nucléaire et de l'emploi de l'arme nucléaire. Un conflit global de nature nucléaire, la guerre nucléaire, pour l'appeler autrement, qu'il s'agit de pouvoir gagner, et surtout, de plus en plus, et c'est ça qui est intéressant et à mon sens important, des conflits régionaux avec la possibilité d'une escalade nucléaire. L'idée fausse, c'est que moins de Mercedes à Los Angeles ou à New York et plus de F-15 en Europe, c'est la solution au dilemme stratégique de l'OTAN. Il y a des enjeux considérables sur le plan géostratégique, technologique, en termes de défense, et on ne parle que du commerce et des investissements européens. Là encore, moi, les 2%, d'abord, Carter parlait de 3%, Trump à Bruxelles a parlé de 4%. Donc, puis, qu'est-ce que représentent ces 2%? Est-ce qu'on y met les dépenses de stabilisation, comme l'a proposé à un moment Mme Merkel? Ça couvre quoi? Alors, ce débat est très difficile parce qu'on n'est pas d'accord sur le contenu, on n'est pas d'accord sur les chiffres. Qu'est-ce que les États-Unis dépensent en Europe pour l'Europe? Bon, leurs bases en Europe sont aussi utiles pour le Moyen-Orient, pour la défense d'Israël, pour leur présence globale. Donc, en réalité, ce débat sur le partage du fardeau, il est très important d'un point de vue politique intérieur américain. Les Européens sont bien embarrassés parce que, y compris en France, où les 2% ont été en quelque sorte un totem et un tabou pour
pour que la défense se défende vis-à-vis du budget. Mais le problème, à mon avis, dépasse cette question de la relation entre les dépenses d'investissement et le commerce. Je crois que l'Asie est infiniment plus complexe sur le plan du nucléaire, et pas seulement sur le plan du nucléaire, mais dans le cas du nucléaire, l'Asie est infiniment plus complexe que les autres pays de l'Occident ou de la Russie, parce qu'elle ne se trouve pas du tout dans une position où il y a un front contre un autre ou un pays contre un autre. Simplement, l'Asie, c'est un mélange de postures nucléaires, c'est des pays qui ont des postures variées avec différents adversaires potentiels et qui sont capables d'utiliser le nucléaire d'une manière différente en fonction de chacun de leurs adversaires potentiels. Alors d'un côté, vous avez un pays comme la Chine qui a 3 adversaires potentiels avec 3 postures différentes. Et puis le seul pays finalement qui n'a qu'une seule posture, ce pourrait être le Pakistan qui lui n'a peur que de l'Inde. La Corée du Nord ayant peur par exemple des États-Unis bien sûr, mais ayant aussi peur quand même de frappes préemptives qui pourraient venir de Russie par exemple. Le concept de dissuasion reste fondamental, mais nous ne devons pas seulement penser en termes de dissuasion, mais davantage en termes de contrôle des armements qui ont été mis en œuvre pour la dissuasion. Et là, il me semble que l'Europe doit jouer un rôle important dans la question de la prolifération. Comprenons que les discussions sur le TMP sont terminées et la nouvelle question concerne les fusées américaines en Europe, dont le déploiement est un problème que doit résoudre les Européens et la Russie, dont l'intérêt commun est que ces fusées ne soient pas déployées, afin de ne pas revenir à la situation des années 80 pour éviter de nouveau une situation belligène. Le thème retenu, choisi, vous l'avez dit vous-même, Monsieur Bauer, interpelle les dissuasions. Le pluriel heurte en effet nos oreilles habituées, car enfin le mot dissuasion en France est pour ainsi dire invariable. Qui plus est, il n'a pas besoin d'être qualifié, et donc il n'est généralement pas accompagné d'adjectifs. Il y a là comme une évidence, fruit d'une culture stratégique bien ancrée, maintenue et renouvelée. Le mot dissuasion renvoie évidemment à la dissuasion nucléaire, véritable clé de voûte de notre stratégie de défense, comme l'a réaffirmé la revue stratégique dont nous avons rendu les conclusions au président de la République en 2017. Cette journée a été très riche et c'était un grand succès, donc avec un très grand nombre de participants. Donc je crois qu'il était à la hauteur de l'intérêt que suscite cette question de dissuasion qui est maintenant de ces centrales dans le contexte stratégique actuel. Et précisément, le programme de la journée était bien équilibré sur le contexte stratégique, la compréhension de la place de la dissuasion dans ce contexte stratégique, de la pertinence de la dissuasion dans ce contexte stratégique, et l'après-midi, la question de la contestation de l'arme nucléaire, de la contestation de la dissuasion, qui fait l'objet de débats internationaux et qui fait l'objet de réflexions, y compris éthiques, dont nous avons eu l'écho avec la participation de personnalités religieuses. Donc je crois que c'est une journée très très complète, qui a été enrichie aussi par la participation d'intervenants étrangers, russes, américains et britanniques, qui nous ont donné des perspectives nouvelles, non françaises, sur un sujet d'intérêt commun.